À San Diego Bay, une ville calme et ensoleillée, une disparition mystérieuse secoue profondément la communauté locale. Claire Martin, une jeune femme dynamique et pleine de vie, disparaît sans laisser de traces. Ce qui semblait être une soirée ordinaire, celle d'un concert avec son petit ami Julien, prend une tournure tragique. Sa voiture est retrouvée abandonnée, garée en bord de route à quelques kilomètres de l'événement. À l'intérieur, aucune trace de lutte, ni de signes évidents d'un incident, mais l'absence de Claire est totale. La police, appelée sur les lieux, se retrouve face à une énigme qui les plonge rapidement dans une investigation complexe. Les enquêteurs commencent par interroger Julien, le petit ami de Claire. Il est visiblement bouleversé, incapable d'expliquer pourquoi elle n'est pas arrivée au concert, ni pourquoi sa voiture a été laissée à cet endroit. Il affirme qu'il ne comprend pas ce qui a bien pu se passer et qu'il est à la recherche de réponses tout comme eux. Julien devient rapidement un des suspects principaux, bien que ses réactions semblent sincères. L'enquête s'intensifie, et les policiers s'intéressent alors à Hugo, un collègue de Claire, un jeune homme discret, qui, selon plusieurs témoignages, semblait être particulièrement proche d'elle. Bien que son rôle dans la vie de Claire ait toujours été celui d'un simple collègue de travail, certains affirment qu'il y avait entre eux une certaine complicité, une relation plus intime qui aurait pu échapper à l'attention des autres. Les policiers convoquent Hugo pour un interrogatoire. Dès le début, il semble nerveux, mais il répond avec calme et précision à leurs questions. Les enquêteurs, cependant, sont intrigués par l'intensité de son regard fuyant et ses réponses parfois hésitantes. Après plusieurs heures de questionnement, Hugo finit par admettre, non sans une pointe de gêne, qu'il avait des sentiments pour Claire. Cependant, il insiste sur le fait qu'elle n'avait jamais partagé ses sentiments, préférant rester simplement amie avec lui. Claire avait été polie mais ferme dans son refus, et Hugo, bien que déçu, avait toujours respecté sa décision. L'enquêteur, décelant dans ses mots une tension sous-jacente, le presse davantage. Il se demande si ce rejet n'aurait pas pu le pousser à une réaction violente. Hugo, cependant, reste implacable dans ses réponses. Il explique qu'il n'était pas censé accompagner Claire au concert ce soir-là. Julien, le petit ami de Claire, l'avait contacté en dernière minute, lui demandant de la remplacer en raison d'un imprévu de dernière minute. Selon Hugo, Julien avait un engagement professionnel urgent et ne pouvait pas accompagner Claire, d'où sa demande. Bien qu'il n'avait aucune raison de suspecter quoi que ce soit de suspect, Hugo confesse qu'il avait trouvé étrange qu'une telle demande lui soit adressée si tard dans la journée. Il affirme avoir accepté de bon cœur, soucieux de passer du temps avec Claire, mais sans arrière-pensée. Après plusieurs tests et interrogatoires, les enquêteurs commencent à remettre en question la culpabilité de Hugo. Bien que son attitude nerveuse et son passé de sentiments non réciproques envers Claire aient créé des doutes au début, les preuves manquantes et la cohérence de ses réponses les incitent à élargir leur enquête. Leur attention se porte alors sur Julien, le petit ami de Claire, dont l'alibi semblait solide au début. Ce dernier confirme l'histoire d'Hugo, expliquant qu'il avait dû renoncer à l'événement en raison d'une urgence imprévue au travail et qu'il avait demandé à son collègue de le remplacer pour accompagner Claire au concert. Julien précise qu'il était derrière le comptoir de son restaurant ce soir-là et qu'il n'avait pas eu de contact direct avec Claire après leur conversation du matin. Bien qu'il paraisse sincère, son alibi est difficile à vérifier avec certitude. À mesure que les jours passent, l'enquête semble piétiner. Aucune preuve tangible n'émerge pour corroborer les déclarations de Julien, et Claire demeure introuvable. Les enquêteurs, tout en continuant à interroger les témoins et à analyser les pistes possibles, commencent à douter de tout, se demandant si ce n'est pas un meurtre prémédité dissimulé sous les apparences d'une simple disparition. Chaque interrogation, chaque piste semble mener nulle part, et la frustration grandit au sein de l'équipe de police. Cependant, alors que la situation semble désespérée, un élément inattendu surgit, apportant avec lui de nouvelles questions. Le corps d'une jeune femme est retrouvé dans un congélateur dans une ville isolée du désert de l'Arizona, à Windham Valley. Le nom de l'homme qui a fait la découverte, Arthur Lawson, ne suscite au départ aucune reconnaissance. Lawson est un homme d'une tranquillité inquiétante, de ce que l'on pourrait qualifier d'insignifiant dans un contexte criminel. Il est un résident de Windham Valley, une petite ville poussiéreuse au milieu de nulle part, où les incidents violents sont rares. Ce matin-là,
Alors qu'il effectuait des travaux dans un entrepôt abandonné qu'il avait acheté pour des fins personnelles, il avait trouvé le congélateur dans un état douteux. L'objet était couvert de poussière, et à l'intérieur, il avait découvert une scène macabre, le cadavre d'une jeune femme, visiblement placée là récemment, mais déjà partiellement en décomposition. La découverte choque la petite communauté locale, mais elle prend rapidement une tournure plus inquiétante lorsque l'enquête révèle que le véhicule dans lequel Lawson transportait la victime a été volé. Après une inspection minutieuse, il apparaît que la voiture avait été déclarée volée dans le comté voisin de San Diego. Un lien inattendu avec la disparition de Claire est alors envisagé. L'homme, un personnage discret, sans histoire criminelle, est rapidement appréhendé. Les policiers, ne trouvant aucune trace de culpabilité apparente chez lui, s'interrogent: pourquoi avoir transporté un corps dans un véhicule volé? Pourquoi se rendre jusqu'à Windham Valley avec une victime dans le congélateur? Interrogé par les enquêteurs, Lawson répond avec une étonnante sérénité. Il nie toute implication criminelle, affirmant qu'il était simplement au mauvais endroit au mauvais moment. Lawson raconte que, en se rendant dans un entrepôt qu'il avait récemment acquis, il avait trouvé la voiture abandonnée dans un champ, sans connaître son contenu. En fouillant à l'intérieur du véhicule, il aurait découvert le corps de la jeune femme. Paniqué, il l'aurait simplement transporté jusqu'au congélateur, pensant pouvoir trouver une solution plus tard. Il n'avait aucune idée de l'identité de la victime, prétend-il, ni de l'implication de ce cadavre dans une disparition signalée. Les enquêteurs, désorientés, le placent en garde à vue pour vol de véhicule et meurtre. Mais quelque chose dans son histoire ne colle pas. Lawson est calme, trop calme. Ses réponses, bien que cohérentes, semblent manquer de sincérité. Son alibi pour la journée est flou, et il ne montre aucune émotion particulière face à la gravité de la situation. Après une série de tests et d'investigations supplémentaires, les policiers découvrent que Lawson a un passé trouble, une série de petites infractions qui ne sont jamais allées plus loin que des condamnations mineures pour comportements suspects dans des lieux isolés. Rien de suffisamment concret pour le lier directement à Claire. En perquisitionnant le domicile d'Arthur Lawson, les policiers découvrent une scène de crime dérangeante, bien au-delà de ce qu'ils avaient imaginé. La maison, apparemment ordinaire de l'extérieur, se révèle être un véritable sanctuaire du mal. Dans une pièce fermée à clé, ils trouvent un arsenal d'armes en quantité impressionnante, soigneusement rangées mais prêtes à l'emploi. Des couteaux, des pistolets et des objets tranchants sont entreposés dans des tiroirs métalliques. Mais ce qui choque encore plus, ce sont les vêtements féminins éparpillés autour de la pièce, des robes élégantes, des vêtements intimes, des accessoires. Certains sont neufs, d'autres usés par le temps. Mais ce qui frappe immédiatement les enquêteurs, ce sont les papiers d'identité et des objets personnels appartenant à plusieurs jeunes femmes disparues au fil des mois, des années peut-être. Des photos de famille, des carnets, des cartes de visite, tout semble trop ordonné pour n'être qu'un simple souvenir. Chaque objet semble appartenir à une victime différente, et tout cela est stocké avec une précision clinique. Des indices qui pointent de plus en plus vers un homme au goût morbide et déviant. Lors de l'interrogatoire, le visage d'Arthur Lawson se fige brusquement en entendant le nom de la victime retrouvée dans son congélateur. Les policiers, tout en maintenant leur calme, le regardent intensément. Il tremble légèrement, comme s'il avait vu un fantôme. Un silence lourd s'installe dans la pièce. Lawson, d'abord tout à fait implacable, demande alors un avocat. Ce geste ne fait qu'attiser les soupçons des enquêteurs. Bien qu'il ait pris cette précaution, ils savent déjà qu'ils tiennent un filon. Ils ont établi que Lawson avait loué le camion qui transportait le corps, et les preuves s'accumulent rapidement. Le véhicule, retrouvé sur une aire d'autoroute isolée, était en réalité enregistré à son nom. De plus, une perquisition plus approfondie révèle des traces de sang dans la maison, qui correspondent à l'emplacement où le corps a été dissimulé. Dans une autre pièce, un marteau ensanglanté est retrouvé, soigneusement posé dans un coin, comme si Lawson n'avait pas pris la peine de le cacher. Les analyses préliminaires confirment l'hypothèse d'un meurtre-viol, et les policiers comprennent rapidement qu'il ne s'agit pas d'un crime isolé. Les enquêteurs, malgré la tension palpable, poursuivent leur investigation avec une détermination féroce. Chaque indice, chaque morceau de preuve devient crucial. Après avoir comparé les objets personnels retrouvés chez Lawson, les policiers font une découverte macabre qui va changer la direction de l'enquête.
Parmi les bijoux et les vêtements retrouvés dans sa maison, il découvre une pièce particulièrement significative, un pendentif en forme de cœur, gravé d'un prénom Claire. En fouillant davantage, il trouve un ensemble de vêtements et accessoires qui, sans aucun doute, appartenaient à Claire Martin, la jeune disparue de San Diego Bay. Des détails qui étaient connus de très peu de personnes, un foulard qu'elle portait lors de son dernier rendez-vous avec Julien, un parfum dont elle était fan, une montre que ses parents lui avaient offerte. Tout cela appartient à Claire. Les policiers, stupéfaits par cette découverte, commencent immédiatement à établir le lien entre les affaires. Le corps retrouvé dans le congélateur, qui avait jusqu'alors été une inconnue, devient soudainement la clé de l'énigme. Il procède à une analyse minutieuse de la scène du crime et des objets personnels retrouvés, cherchant des indices supplémentaires qui pourraient les aider à reconstruire l'histoire de ce meurtre. Après avoir comparé les empreintes digitales sur les objets et les vêtements retrouvés chez Lawson, il se tourne vers les tests génétiques pour confirmer l'identité de la victime. Le résultat tombe quelques heures plus tard, il s'agit bien de Claire Martin. Ce lien immédiat entre les deux affaires secoue les enquêteurs, mais il en même temps, les plonge dans une inquiétante réalité. Non seulement Arthur Lawson est responsable de la disparition de Claire, mais il semble avoir été l'auteur de plusieurs meurtres sur une période prolongée. Les indices recueillis à son domicile laissent penser que Claire ne fut pas sa première victime, mais probablement la dernière dans une série de crimes sordides et calculés. Les résultats de l'autopsie sont accablants, et la vérité, aussi brutale que choquante, se dévoile avec une clarté glaçante. Claire a été brutalement frappée à la tête, probablement avec un marteau, un coup sec et meurtrier qui a frappé avec une telle violence qu'il a laissé des traces profondes et des fractures. Cette attaque sauvage, selon les médecins légistes, a été fatale en quelques minutes seulement. Mais ce n'est pas tout. Claire a également été victime d'agression, une agression physique et psychologique qui semble avoir été de nature intime et violente. Les experts concluent que son meurtre n'a pas été prémédité mais plutôt l'acte d'un prédateur agissant dans un moment de rage, peut-être même de folie passagère. La brutalité de l'attaque suggère un désir de contrôle, mais aussi de destruction. La joie de vivre de Claire, cette jeune femme pleine de promesses et d'ambition, a été écrasée sous la main d'un individu sans scrupules, un prédateur dissimulé sous l'apparence d'un homme tranquille et sans histoire. Pour la famille Martin, ce verdict est un coup de massue. Ils avaient cru jusqu'au bout que Claire reviendrait, qu'il y avait une explication, une raison à sa disparition. Leur espoir, pourtant tenace, s'est vu balayé en un instant par la terrible vérité. Leurs larmes se mêlent à la colère, mais aussi à un sentiment de soulagement mêlé à la douleur. Leur fille, leur sœur, n'est plus là, mais ils savent enfin ce qui lui est arrivé. La douleur est immense, un vide insurmontable s'installe dans leur cœur, mais il y a aussi cette lueur de justice qui commence à percer à travers l'obscurité de leur chagrin. Ils peuvent enfin pleurer leur enfant dans le cadre d'une vérité, même si elle est insoutenable. La communauté de San Diego Bay, jusque-là sereine et sécurisée dans sa tranquillité, est plongée dans un état de choc. Des habitants qui se saluaient dans les rues, des voisins qui s'entraidaient, se retrouvent maintenant face à une dure réalité, un meurtrier rôdait dans leur propre ville, invisible aux yeux de tous. Ils n'avaient pas voulu y croire, mais l'ombre du mal a été levée. Les quartiers, autrefois considérés comme des havres de paix, sont désormais marqués par une peur sourde, une méfiance nouvelle. Les parents tiennent leurs enfants plus près, les regards dans les rues semblent plus vigilants, et les conversations tournent inévitablement autour du drame. La disparition de Claire a déchiré le tissu social de San Diego Bay, et même si la résolution du mystère apporte une forme de justice, elle ne suffira pas à effacer la trace laissée par ce crime. Le poids du passé de Lawson demeure, et il est devenu plus lourd à chaque révélation. Les enquêteurs, tout en savourant le goût amer de la victoire, ne peuvent s'empêcher de se sentir inachevés. L'énigme de Claire a été résolue, mais l'homme derrière ce meurtre, Arthur Lawson, ne livre pas tous ses secrets. Pourquoi était-il si méticuleux dans la collecte d'objets personnels appartenant à des jeunes femmes disparues? D'où venait son obsession macabre pour ses victimes? Est-ce un tueur en série? Les policiers ont découvert des indices d'autres crimes non résolus qui pourraient être liés à lui, mais ils n'ont pas encore de preuves suffisantes pour faire la lumière sur toute l'étendue de son dévouement à la violence. Lawson, même en étant derrière les barreaux, garde une étonnante froideur, presque une forme de dédain. Il refuse de coopérer pleinement avec les autorités,
se contentant de réponses brèves et calculées. Son comportement glacé en interrogatoire, loin de montrer des signes de culpabilité évidents, suscite encore plus de questionnements. Les enquêteurs poursuivent leur travail minutieux, fouillant le passé de Lawson, en quête de nouvelles victimes, de nouvelles pistes. Ils remontent des années de mystères non résolus, des disparitions dans différentes régions du pays, des affaires anciennes qui, sous un autre angle, pourraient bien s'avérer liées à ce prédateur. Chaque pièce de l'énigme semble s'emboîter, mais l'image complète, elle, reste encore floue. Les policiers savent que ce qu'ils ont découvert est probablement qu'une partie de la vérité. Ce n'est pas seulement le meurtre de Claire Martin qu'ils doivent comprendre, mais aussi l'étendue de la violence de Lawson, et ce qu'il a pu faire d'autre sans que personne ne le sache. L'idée d'un tueur qui aurait échappé à la justice pendant des années, se fondant parfaitement dans le décor d'une petite ville tranquille, rend l'affaire encore plus terrifiante. Pour la famille Martin, les jours suivants sont remplis de douleur et de souvenirs. Ils réalisent que même si la vérité est dure, elle est aussi nécessaire pour leur propre paix intérieure. Le verdict ne ramènera jamais Claire, mais il leur permet de dire au revoir à leur fille bien-aimée, de lui rendre hommage avec dignité. La justice, bien qu'atroce dans son dénouement, leur permet de commencer à se reconstruire. Mais à mesure que l'enquête sur Arthur Lawson s'étend, une nouvelle vérité s'impose, il ne s'agit pas seulement d'un homme ayant pris la vie de Claire. Il pourrait être le représentant d'une réalité plus vaste et plus terrifiante, où d'autres mystères restés enfouis pourraient ressurgir. Il ne suffit pas de résoudre une affaire pour effacer la menace, parfois, le pire est encore à venir.